Benoît, il est chercheur boursier junior 2 du Fonds de recherche en santé Québec. Son programme de recherche porte sur l'usage des médicaments chez les personnes aînées, notamment des projets évaluant l'usage des médicaments anticholinergiques et sédatifs et l'impact de leur déprescription sur la mobilité. Mais aujourd'hui, Benoît, il est là plutôt pour vous présenter, dans le fond, en tant que chercheur responsable du site de Sherbrooke de l'ELCV, donc l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Et il va vous donner un aperçu des données riches et variées de l'ELCV qui fête ses 10 ans, je crois, cette année. Donc, on a une très bonne, c'est une mine d'or, en fait. Et le processus d'accès aux données aussi, tu vas pouvoir nous présenter ça. Donc, la parole est à toi, Benoît. Merci beaucoup, Catherine. J'ai un beau petit micro Oui. maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si je peux avoir un pouce en l'air à distance. Juste être sûr que le son rentre bien. Ah oui, parfait. En théorie. Super, on va voir si ça fonctionne. Oui. Bienvenue à tous. Merci Catherine pour l'introduction. J'ai déjà présenté il y a quand même un certain temps ici sur le LCV. Désolé pour ceux qui ont déjà vu cette présentation. Je l'ai bonifié maintenant avec les ajouts qu'on a faits au suivi numéro 4. Et puis, comme Catherine le dit, en fait, je me suis proposé parce que on est de plus en plus de chercheurs là, ici à l'Université de Sherbrooke qui utilisons les données de l'ELCV et j'ai de plus en plus de rencontres avec des gens qui me demandent je voudrais avoir plus d'informations sur l'ELCV. Donc, je pensais que c'était une bonne occasion pour ces chercheurs d'avoir de l'information, quand même beaucoup d'informations en peu de temps. Là. Je vais essayer d'aller très rapidement. La présentation est enregistrée aussi aujourd'hui, donc pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Comme Catherine le disait, chercheur boursier junior 2 du FRQS, je n'ai pas d'autres conflits d'intérêts potentiels. Le financement vraiment pour le LCV vient de deux sources principales, donc les IRSC pour les subventions de fonctionnement et la FCI pour les infrastructures, donc l'ensemble des équipements qu'on utilise pour faire nos évaluations. Le LCV est dirigé par un nominated PI qui est Parminder Raina à l'Université McMaster et par deux co-PI, donc Christina Wilson qui est à McGill et Susan Kirkland qui est à Dalhousie. Susan vient de prendre sa retraite tout récemment. Donc, ma présentation aujourd'hui, je vais faire vraiment un survol là, de la plateforme de recherche de l'ELCV. Vous allez voir, c'est extrêmement vaste là, ce qui est colligé comme données. Je ne connais pas tous les questionnaires, toutes les données qui sont colligées. Je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Comme vous allez voir, je vais aller quand même assez rapidement pour regarder au moins un 15-20 minutes de questions à la fin. C'est souvent la période la plus intéressante, je pense, pour les gens. Je vais insister sur la disponibilité, l'accès aux données, donc comment y accéder. Essayer de vous donner aussi quelques exemples de répercussions de la recherche avec les données de l'ELCV et terminer en vous présentant l'équipe de l'ELCV. Donc, on commence. Vraiment, ce qui distingue le LCV, c'est que c'est une plateforme de recherche. Donc, la collecte de données, un de nos principaux objectifs, c'est de rendre les données au plus grand disponibles, rendre les données disponibles au plus grand nombre de chercheurs, principalement au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Les chercheurs qui participent à l'ELCV n'ont pas un accès privilégié aux données. Donc, on doit suivre le même processus d'accès aux données que tous les chercheurs à travers le Canada ou dans d'autres pays. Il y a peut-être 2-3 diapos essentiels dans cette présentation-là. En voici une. Vraiment, vous avez à peu près tout, là, la structure de l'ELCV dans cette seule diapo. Donc, je vais la parcourir rapidement avec vous. Donc, la cohorte est composée de 51 338 participants qui étaient âgés de 45 à 85 ans au moment du recrutement. On divise cette cohorte-là en deux cohortes. Donc, la cohorte de surveillance, en anglais, on utilise le terme tracking. C'est des gens qui sont contactés au téléphone. Donc, les seuls suivis qui sont faits avec eux, c'est des suivis téléphoniques. Et on a aussi la cohorte globale, en anglais, le terme c'est comprehensive, de 30 097 participants
Pour eux, on fait 2 visites. Donc, on se déplace à leur domicile pour faire une première visite et à peu près une semaine après, évidemment, c'est variable selon nos participants, ils se déplacent à notre site de collecte de données. Donc, ici à Sherbrooke, c'est ici au CDRV, 5e étage. Donc, c'est la 2e visite qui est faite avec nos participants qui sont suivis dans cette cohorte globale. Je vais revenir sur les évaluations qui sont faites à chacune de ces cohortes. Vous voyez ici que l'évaluation, le recrutement a commencé en 2010. L'évaluation de base s'est faite de 2011 à 2015. Et par la suite, on fait des suivis avec nos participants à tous les 3 ans. Le premier suivi est en 2015, le deuxième en 2018. On est présentement en train de faire le 4e suivi qui a débuté en 2024. Le LCV a une durée prévue de 20 ans, donc l'étude va se terminer en 2033, à moins d'ajouts à l'étude, ce qui est toujours une possibilité, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Là, c'est intéressant de voir un peu l'historique aussi. Vous allez voir, je vais revenir un peu durant la présentation de l'ELCV. Donc, ça part de loin. En 2001, donc, les IRSC ont fait un appel à projet donc, pour créer comme ça une cohorte longitudinale pour étudier le vieillissement de la population canadienne. Il y a beaucoup d'autres cohortes longitudinales comme ça sur le vieillissement ailleurs dans le monde. Et en 2004, il y a eu une soumission du protocole, entre autres, par l'équipe de l'ELCV actuelle. Et le financement, l'annonce de financement des IRSC est survenue juste en 2009 par la suite. Donc, le début du recrutement a été en 2010, avec le début des premières évaluations en 2011. Le financement n'est pas garanti par les IRSC, donc ce jour, en fait, on espère que le financement va se poursuivre, mais le LCV doit de façon régulière faire des demandes de financement, entre autres en 2011 et vous voyez ici aussi en 2015. En 2015, le recrutement a été complété, donc on a atteint notre objectif de 50 000 participants en 2015. En 2021, on a atteint notre 10 ans de collecte de données. Et en 2024, un autre événement intéressant, donc on a atteint 10 ans depuis la première publication des données de l'ELCV. Je vais tout de suite vous vendre le punch. Je pense que c'est ça l'objectif principal là, de la présentation aujourd'hui, faciliter l'accès aux données. Donc, vous avez 4 moments dans l'année pour faire une demande d'accès aux données. Donc, en 2026, c'est le 14 février, le 8 avril, le 8 juillet et le 7 octobre. Donc, les demandes sont évaluées par un comité et c'était plus efficace comme ça de désigner des périodes pour faire les demandes d'accès aux données. Maintenant, pour le coût, en fait, pour accéder aux données de l'ELCV, c'est une méthode pour finalement récupérer en fait, le temps que ça demande de préparer, de faire le suivi de ces données-là. Donc, ça coûte 4 000 $ pour accéder aux données si vous êtes des chercheurs dans une institution canadienne reconnue. Par contre, si la demande d'accès aux données est faite dans le cadre d'études d'étudiants gradués, donc maîtrise, doc, post-doc, ce coût-là est annulé, donc ça ne coûte rien pour avoir accès aux données. Maintenant, je reviens à l'étude comme telle. Donc, la base d'échantillonnage du recrutement, principalement, a été faite avec l'enquête sur le vieillissement là, en santé, le SCC. Donc, qui a permis de recruter de façon stratifiée, donc basée sur le sexe, l'âge, une représentation aussi à travers les provinces. Et durant le recrutement, donc, les données des participants recrutés ont été analysées et on s'est rendu compte, comme dans plusieurs cohortes comme ça, que notre population était surreprésentée en termes de niveau d'éducation. Donc, les participants avaient un niveau d'éducation plus élevé que la moyenne canadienne et aussi
aussi vraiment surreprésentés aussi d'un point de vue socio-économique. Donc, il y a du recrutement qui a été ajouté, entre autres, à partir des données des registres provinciaux de santé et un système de composition aléatoire pour vraiment contacter des participants dans des régions peut-être avec plus défavorisées au niveau canadien, donc pour essayer de rééquilibrer l'échantillon et s'assurer qu'il soit le plus possible représentatif de la population canadienne. Vous allez voir dans les publications de l'ELCV, le terme favorisé et les données, dans le fond, la généralisation des données à la population canadienne plutôt que les données sont absolument représentatives de la population canadienne. Justement, j'arrive dans cette diapo aussi. Je n'ai pas le droit de me déplacer, mais donc, on va commencer à droite, là, ici, à Saint John. Donc, il y a 11 sites de collecte de données en personne à travers le Canada. Donc, de Saint John, on passe à Halifax, Sherbrooke, Montréal. Après ça, en Ontario, Ottawa et Hamilton, Winnipeg, Calgary. Et après ça, dans la Colombie-Britannique, on a Surrey aussi à Vancouver et on a sur l'île de Victoria. Je vais revenir dans une autre diapo, mais vraiment l'échantillonnage devait être fait proche de ces centres, évidemment. Donc, on avait un rayon de 25 à 50 km parce que nos participants doivent se déplacer. Nous, on doit se rendre à leur domicile. Donc, la cohorte globale, le Comprehensive Cohort, dans le fond, est plus représentative de la population dans un rayon qui entoure ces centres de collecte de données. Vous voyez qu'on a quand même une diversité au niveau des villes, par exemple Montréal versus Sherbrooke, on n'est pas tout à fait dans les mêmes populations. Pour les suivis téléphoniques, il y a 4 centres qui font les appels à travers le Canada, donc Halifax, Sherbrooke, Winnipeg et Vancouver. Donc, ça a été fait, entre autres, pour respecter les fuseaux horaires. Ici, Sherbrooke, on est responsable de 3600 participants. Principalement francophones, donc Québec, Ontario, et on appelle aussi les francophones là, à travers le Canada. Notre site de collecte de données a recruté 3300 participants. J'en profite pour remercier notre équipe exceptionnelle, représentée aujourd'hui par Lucie, entre autres. Donc, on est une équipe d'environ une quinzaine d'assistants de recherche, évidemment pas tous à temps plein, pour faire les suivis de nos participants. Ça représente, là, disons, une semaine typique. On est ouvert, par exemple, 4 jours et on voit à peu près 5 participants par jour. Évidemment, vous allez voir là, les données, il y a une diminution de notre échantillonnage, des décès, des patients qui ont quitté l'étude. Mais nos visites se sont aussi allongées avec un vieillissement de notre population. Donc, on a un certain équilibre là, au niveau du temps consacré au suivi de nos participants. Je reviens sur la diapo précédente. Donc, vous voyez ici, entre autres, les différentes institutions, les universités, les centres de recherche qui participent à l'ELCV, à la collecte de l'ELCV à travers le Canada. Je pense que j'ai tout dit sur cette diapo. Donc, les 2 cohortes, cohorte globale, cohorte de surveillance. Maintenant, je vais revenir là, à quelques reprises là, dans les diapositives pour vous parler des données qui sont colligées. Donc, il y a évidemment beaucoup de données qui sont colligées par des questionnaires donc sur la santé physique, la santé sociale, les paramètres psychologiques. Donc, comme je vous dis, je vais revenir plus en détail. J'ai ajouté cette diapo ici pour revenir sur le fait qu'évidemment, on est une étude longitudinale. On voudrait que les mêmes données soient colligées de façon répétée dans le temps. Je dirais que c'est le cas pour la majorité des données. Il y a quand même des données qui ont été abandonnées au fil du temps et il y a des données qui ont été ajoutées. Comme vous avez vu, le protocole a été soumis en 2004. On peut penser qu'en 2025, il y a des nouveaux intérêts de recherche qui n'étaient probablement pas présents en 2004. Donc, vous pouvez voir ici, entre autres, au 3e suivi, on a ajouté ce qu'on appelle le questionnaire supplémentaire qui est complété en ligne, où on a ajouté des questions, entre autres, sur la santé sexuelle, les antécédents familiaux. On a rajouté des données sur l'insuffisance cardiaque et sur l'arythmie.
Donc, vous voyez ici un aperçu des données qui sont colligées lors des visites de nos participants à notre centre de collecte de données. Je ne les passerai pas toutes au complet. Donc, taille, poids, densité osseuse. Donc, on fait un DEXA. Tension artérielle, on fait un ECG. On a rajouté au 4e suivi un échocardiogramme aussi. Une fonction pulmonaire, on évalue différents paramètres au niveau de la vision, de l'audition. On a un volet évidemment très fort là, au niveau de la cognition. Je vais y revenir un peu plus tard sur, entre autres, la mémoire, la fonction exécutive. Et on fait une collecte d'échantillons de sang, d'urine. Et au 3e suivi, on a ajouté une collecte d'échantillons de sel également. Les échantillons sont congelés ici une fois qu'ils ont été traités là, dans notre labo à l'ELCV et sont transférés à McMaster où est la biobanque de l'ELCV. Donc, les échantillons sont conservés comme ça à l'Université McMaster de façon centralisée. D'autres ajouts qui ont été faits en cours de route, donc on a maintenant des moniteurs de mobilité, donc ils sont remis à nos participants lorsqu'on les visite à domicile. On leur demande de les porter pendant 7 jours, puis ils nous les ramènent quand ils viennent au centre de collecte de données pour faire leur évaluation complète. Donc, on utilise le TicWatch qui est porté au poignet et l'actigraphe qui est porté à la cuisse pour mesurer comme ça la mobilité de nos participants en conditions réelles. On a également ajouté des moniteurs de sommeil. Donc, on utilise le bandomuse qui permet de faire un ECG durant le sommeil de nos participants. Cette sous-étude est réalisée sur 2630 de nos participants depuis le 3e suivi. D'autres exemples, encore une fois, pour bonifier cette présentation par rapport à ce que j'ai déjà présenté. Donc, 2 nouveaux questionnaires, en fait, 2 nouveaux volets qui ont été ajoutés par questionnaire. Donc, un questionnaire sur les expériences d'agisme, un questionnaire sur l'utilisation du cannabis et on a ajouté 2 évaluations, entre autres, lors des visites à notre centre de collecte de données sur l'odorat. Donc, on a les stylos olfactifs, donc toujours intéressant cette expérience. Et on a aussi ajouté au niveau de la vision des tests de sensibilité au contraste. Lors de la visite au 4e suivi, ça a été un des éléments qui a demandé le plus de formation. Donc, on a ajouté des échographies cardiaques là, qui sont réalisées auprès de nos participants maintenant lors de la visite au centre de collecte de données. Il y a des pertes au suivi. La principale diminution a été vue entre le baseline et le premier suivi. Donc, c'est là qu'on a perdu le plus fort pourcentage de nos participants. Depuis ce temps, c'est stable. Au départ de l'ELCV, il y a des calculs de puissance d'échantillon qui ont été faits pour certaines questions majeures pour s'assurer qu'à la fin du suivi, on a un échantillon suffisant pour répondre aux questions pour différentes strates. En ce moment, les pertes au suivi sont inférieures à ce qui avait été prévu au départ. Et selon les différents scénarios, en 2033, on devrait avoir environ de 11 000 à 14 000 participants toujours dans la cohorte. Donc, on est tout à fait dans ce qui avait été prévu et c'est même supérieur à ce qui avait été prévu au départ. Ici, je trouve que c'est une belle façon visuelle de vous montrer. Donc, il y avait donc, dans le bas, le tronc de l'arbre, les évaluations qui avaient été prévues au départ. Et vous voyez dans les feuilles de l'arbre tout ce qui a été ajouté en cours de route. Donc, j'ai parlé tantôt des capteurs portés, des volets omiques, métabolomiques, la métagénomique. Je vais vous présenter sur le lien de données de l'ELCV avec des indicateurs environnementaux, donc à par couplage de données. Des normes cognitives, le questionnaire sur la COVID-19. J'ai quand même plusieurs de données là-dessus dans la présentation. Un des enjeux pour les gens qui utilisent les données, c'est de reconnaître où sont ces données, reconnaître les variables et aussi savoir à partir de quand ces données-là sont disponibles. Donc, vous voyez ici, ce diapo, je pense, donne un bon aperçu de quand ont été ajoutées certaines des données. Donc, entre autres, le questionnaire sur la COVID-19, donc à partir de 2020. L'étude sur la séroprévalence, je vais vous présenter des données là-dessus plus tard, également à partir de 2020.
On a ajouté une étude sur la mémoire, donc ça c'est à partir de 2022-2024. Une sous-étude, ça aussi je vous le présente, sur ce qu'on appelle HBHA ou en français le cerveau en santé, vieillissement en santé. C'est intéressant aussi, il y a certains de nos participants avec l'âge qui ne peuvent plus participer comme autrefois à nos évaluations. Donc, il y a un questionnaire auprès de répondants de façon à ce qu'on puisse maximiser la collecte de données. Donc, on a demandé à nos participants, est-ce que vous souhaitez qu'on contacte un de vos proches pour continuer une collecte de données pour laquelle vous ne seriez plus capable? Donc, on a comme ça une banque assez importante de répondants. Et on a également demandé à nos participants, si vous décédez, est-ce qu'on peut contacter un de vos proches pour obtenir des informations sur la fin de votre vie? Donc, on a un questionnaire sur le défunt, comme ça qu'on peut compléter auprès de proches de nos participants. Un peu plus d'informations justement sur l'étude, comme je vous disais, cerveau en santé, ce qu'on appelle le HBHA, donc qui a été rendu possible, entre autres, par un financement de la Fondation de la famille Weston, quand même considérable, de 12 millions. C'est 6 000 participants de la cohorte globale. Donc, on fait une IRN du cerveau, on collecte un échantillon de sel chez 2630 de ces participants et un échantillon de sel seulement chez 6 000 de ces participants. L'étude par questionnaire de la COVID-19, j'ai un peu donné là-dessus par la suite. C'est vraiment un des volets de l'ESCV qui a mené à beaucoup de publications. En fait, on a eu le bénéfice de pouvoir pivoter, c'est un terme qui est utilisé beaucoup en anglais, c'est pour ça que la traduction est bonne en français. En fait, comme plusieurs études, on n'a pas pu continuer à suivre nos participants en personne, mais on avait déjà l'infrastructure en place pour les suivre à distance. L'autre avantage de l'ESCV, c'est qu'on avait un baseline, par exemple, on avait un questionnaire validé pour la dépression, pour l'anxiété, on avait un baseline chez nos participants et on a pu poser les mêmes questions durant la pandémie. Donc, c'était un des avantages majeurs de l'ESCV, comme je disais, qui a mené à vraiment beaucoup de publications. Donc, il y a 28 565 de nos participants qui ont accepté de participer à ce questionnaire sur la COVID-19. On avait toutes sortes de questions, entre autres, avez-vous de la difficulté à accéder aux soins de santé? Avez-vous de la difficulté à vous déplacer? Questionnaire, comme je disais, anxiété, dépression, isolement également de nos participants de ce contexte-là. On a aussi fait, à partir d'un financement je pense que c'était la santé publique, en tout cas, il y avait un volet spécial sur des échantillons de sang auprès de nos participants pour mesurer la séroprévalence de l'infection au SARS-CoV-2, donc 19 334 de nos participants. Et également l'étude sur le cerveau. Donc, on a complété le suivi en février 2025. Le manuscrit sur les résultats de cette étude-là circule présentement là, pour commentaires. Donc, des données, je crois, quand même assez intéressantes sur l'impact de la COVID-19 au niveau du cerveau. Ici, j'ai gardé 6 publications. Désolé, c'est évidemment en anglais. Peut-être juste 2 là, pour vous montrer un peu l'étendue de ce qui a été évalué. Donc, évaluer les limitations fonctionnelles chez des personnes aînées avec diabète dans un contexte de pandémie de COVID-19. Également, vous voyez ici dans le bas à droite une étude sur les symptômes de COVID-19 persistants chez les personnes aînées vivant en communauté. L'étude de séroprévalence, parce qu'il y a encore des analyses extrêmement intéressantes. Donc, on a un statut pour un nombre important de nos participants. Donc, 18 536 ont donné un échantillon. Les échantillons ont pu être analysés pour 17 311. Les données ont démontré que le taux de positivité, donc on a fait ça sur plusieurs mois, on a vu que le taux de positivité a augmenté au fil du temps. Et c'était 3,9 de nos participants qui étaient positifs. Et on voyait que la tranche plus jeune, évidemment, on est dans une étude sur le vieillissement, donc notre tranche plus jeune, c'est des 50 à 69 ans. Donc, il y avait plus de positivité dans cette tranche d'âge de nos participants. J'arrive maintenant, je continue encore un peu dans les données. Donc, vous voyez ici, je commence avec les données sur les questionnaires. J'en profite pour mentionner
mon intérêt de recherche, entre autres, les données sur les médicaments. Donc, on collecte les données médicaments lors de la visite à domicile de nos participants. On leur demande, sortez-nous tous vos pots de pilules, montrez-nous ces pots-là. Et là, nos intervieweurs, à partir d'un logiciel, font la saisie standardisée de tous ces médicaments. On a lié ces données-là, donc qui sont souvent du texte, mais quand même liés à la BD de Santé Canada. On a lié ça avec les codes ATC. Donc ça, c'est une catégorisation qui est proposée par l'OMS, où vous avez, par exemple, on regroupe tous les médicaments utilisés pour l'hypertension. Donc, plutôt que d'y aller manuellement pour trouver tous les médicaments avec des noms quand même assez variables, vous pouvez prendre les codes ATC pour les médicaments antihypertenseurs. Donc, ça facilite grandement faire l'analyse de ces données-là. Je vais revenir sur les examens physiques dans une autre diapo. Sinon, ben, il y a des images et données brutes. Là, je suis rendu complètement à droite. Donc, des IRM, le DEXA également, des données qui sont disponibles. Les indicateurs géographiques, je vais y revenir. On a des données sur la mortalité et j'ai également une diapo sur les biomarqueurs sanguins. Désolé, je sais que ça va vite, mais je vais essayer de couvrir le plus possible et puis peut-être à la fin, là, essayer de revenir un peu plus sur les thèmes qui vous intéressent le plus. Les études, les cohortes comme ça longitudinales sur le vieillissement, il y a toujours un volet très fort sur la cognition. C'est aussi notre cas. Donc, il y a une batterie de tests cognitifs complète. Il y a des données maintenant normatives qui sont disponibles. Il y a un indicateur justement sur les changements de cognition au fil du temps. Toutes ces variables dérivées-là sont disponibles dans les données que vous faites demander de l'ELCV. Et il y a des documents explicatifs, des publications également qui décrivent comment, par exemple, les données normatives ont été faites en tenant compte de la langue, du niveau d'éducation. Je pense que c'est des données très appréciées. Je reviens sur les examens physiques, entre autres au niveau de la fonction physique, on évalue on fait le test de marche de 4 mètres, le test de levée de chaise, donc à 5 reprises, l'équilibre debout. On fait aussi le TUG auprès de nos participants. On mesure la force de préhension. J'ai mentionné la densité minérale osseuse par le DEXA. On mesure les activités de la vie quotidienne, les activités instrumentales de la vie quotidienne également par questionnaire. Une diapo très chargée. Encore là, c'est pour une ressource par la suite pour les gens qui seraient intéressés par ces données. Donc, vous avez la catégorie dans la première colonne. Le nombre de participants auprès de qui ces analyses ont été réalisées est variable, entre autres en fonction du coût, des opportunités de faire ces analyses-là, et également la vague, donc soit baseline, follow-up 1, follow-up 2, follow-up 3, où ces analyses ont été réalisées. Donc, je n'entrerai pas dans plus de détails. Je pense que c'est important, c'est que vous sachiez que toutes ces données-là sont disponibles et vous pouvez retourner là, par la suite voir ce qui est disponible. L'accès aux données est fait sur un portail de l'ELCV, c'est le portail Magnolia. Et dans ce portail-là, vous avez la possibilité de demander de lier les données de l'ELCV avec des données environnementales préparées par CNU, donc l'organisme canadien. Vous allez voir, le portail vous guide aussi avec le formulaire qui est nécessaire pour faire cette demande de jumelage de données. Donc, je pense que ça facilite grandement là, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce processus-là, le lien entre les données de l'ELCV et ces données environnementales. Les données, entre autres, sur les pertes au suivi, sur la mortalité, sont également disponibles pour nos participants de l'ELCV. Je continue avec l'accès aux données. Donc, dans les lignes directrices, il y a évidemment la préoccupation majeure là, pour respecter la confidentialité, vraiment le consentement. Donc, on est responsable de ces données-là que nos participants nous fournissent par leur participation. Donc, c'est évidemment une préoccupation majeure là, dans tous nos processus d'accès aux données. Ça, j'ai déjà présenté. Ça, c'est un extrait là, du site web de l'ELCV. Je vous encourage fortement,
il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur le site web de l'ESCV. Je sais que ça demande un certain temps, mais je vous recommande fortement d'y passer du temps. Vous allez trouver les protocoles, les questionnaires, exactement comment les questions sont posées à nos participants. C'est quoi les catégories quand on collige leurs réponses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur le site web de l'ESCV et vous allez voir justement comment faire votre demande d'accès aux données qui débute par la création d'un compte utilisateur. Ceci vous donne par la suite l'accès aux fichiers pour faire votre demande. Cette demande-là est évaluée par un comité et vous avez par la suite la décision de ce comité. Je disais tantôt qu'il y a certaines diapos essentielles. Je dirais que ça, c'est peut-être la deuxième diapo essentielle. C'est vraiment l'échéancier pour l'accès aux données. J'insiste surtout sur le petit point jaune, là, 12 semaines. En fait, c'est la portion la plus longue du processus. Donc, entre le moment où vous déposez votre demande sur Magnolia et l'accès aux données, c'est à peu près 6 mois. La portion la plus longue, c'est le 12 semaines, qui est la négociation de l'entente. Donc, votre institution, l'Université de Sherbrooke ou une autre institution, doit convenir d'une entente signée avec l'Université McMaster qui est dépositaire des données. Donc, les avocats de McMaster vont envoyer un canevas d'entente aux avocats de l'Université de Sherbrooke et il va y avoir un back and forth comme ça entre les deux départements légaux pour convenir d'une entente qui convient à tous. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je dis, on est plusieurs chercheurs ici à Sherbrooke qui ont déjà eu accès aux données. Donc, si vous faites une demande d'accès aux données, lorsque vous allez recevoir l'entente et que vous allez faire votre demande au SARIC, mentionnez que l'entente financière a déjà été évaluée par le SARIC. Donc, il faut que, dans le fond, le département légal retourne à ce qui a déjà été convenu, parce que McMaster va soumettre le canevas original, mais là, Sherbrooke, dans le fond, peut reprendre toutes les modifs qui ont déjà été faits, et là, on évite beaucoup d'échanges qui peuvent prendre quand même un certain temps. Donc, dans ce contexte-là, où, comme je vous dis, on est plusieurs à avoir déjà fait ce processus-là, je crois qu'il est tout à fait réaliste, même. Je pense que 6 mois est probablement supérieur à la moyenne pour nous ici à l'Université de Sherbrooke. OK, c'est bon. C'est bon. Pour les gens à distance, je vais juste reprendre non, c'est bien, le commentaire. Donc, on sait qu'à la FMSS, donc une chercheuse qui a fait le processus récemment. J'en profite pour souligner que Mélanie Levasseur est co-responsable du site de Sherbrooke avec moi. Donc, merci beaucoup, Mélanie, de partager cette tâche. Donc, Mélanie disait que récemment, justement, quand elle a fait sa demande de révision de l'entente, l'avocat qui travaille plus avec la FMSS était déjà au courant que ça avait été négocié dans le passé. Peut-être les gens hors FMSS, peut-être souligner ça de façon peut-être un peu plus importante là, lors de votre demande au SARIC. Ça aussi, je l'ai déjà mentionné. La diapo ici, c'est vraiment encore pour vous dire, fouiller sur le site. Peut-être l'autre chose que je pourrais vous recommander, vous allez voir, on est rendu à plus de 500 publications avec les données de l'ESCV. Récemment, là, pour une nouvelle analyse avec des données de sommeil. Moi, je ne connais pas du tout les données de sommeil. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recherche, juste aller sur Google Scholar, Consensus AI fonctionne très bien aussi. J'ai mis CLSA et SLEEP. Et on a trouvé 5-6, avec Willibral, on a trouvé 5-6 articles extrêmement intéressants. Vous voyez ce que des collègues ont fait, comment ils ont catégorisé donc les variables sur le sommeil. C'est extrêmement efficace. Donc, ça se peut qu'il n'y ait rien qui a été publié dans votre sujet par d'autres chercheurs qui ont utilisé le LCV, mais je vous recommanderais ça comme méthode pour maximiser donc votre temps. Les données de l'ESCV peuvent être couplées avec des données de santé provinciale. Il y a 92 des participants de l'ESCV qui ont accepté de coupler ces données. Depuis 2021, il y a une norme. En fait, on collabore avec l'organisme canadien, le Réseau de recherche sur les données de santé.
pour coupler les données. Donc, concrètement, c'est possible déjà dans 4 provinces, Colombie-Britannique, Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Là, ça fait plusieurs fois que je dis qu'on y est presque avec le Québec, mais je vais leur dire encore une fois, je suis un optimiste. On y est presque avec le Québec, avec l'ISQ. On peut espérer que ça se fera dans les prochains mois. Également, au Manitoba, ça progresse assez bien. Il y a d'autres provinces, par contre, où c'est plus difficile, entre autres l'Alberta et la Saskatchewan. Au départ, il n'y a pas eu d'échantillonnage qui a été fait pour avoir des participants issus des Premières Nations parce qu'il n'y avait pas de base échantillonnale. Par contre, il y avait une question où les participants pouvaient s'auto-identifier comme faisant partie des peuples autochtones. Et à partir des analyses, on a vu qu'environ 3,7 de nos participants qui se sont comme ça auto-identifiés comme étant faisant partie des premiers peuples. De façon à s'assurer que la recherche respecte quand même certaines particularités auprès de cette population. Il y a une chercheuse, je pense à l'Université McMaster, qui a développé un processus en collaboration avec les Premières Nations. Et depuis mars 2023, il y a un processus spécifique pour faire des analyses avec les données sur les premiers peuples. Donc, ça aussi, dans votre demande Magnolia, si c'est un de vos sujets d'intérêt, vous allez voir, il y a une section spéciale à ce sujet. On est rendu à plus de 700 demandes d'accès aux données qui ont été approuvées. Vous voyez ici l'évolution au fil du temps. Je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les données. On va avoir les données du follow-up 3 prochainement, au cours des prochains mois. Donc, ça donne 4 temps de données. On est rendu sur un suivi longitudinal d'environ 10 ans. Donc, évidemment qu'avec le temps, ces données-là deviennent de plus en plus intéressantes. Toutes sortes de projets. En fait, il n'y a pas de sélection qui est faite si vous soumettez un projet pour dire, bien, il y a déjà quelqu'un qui a analysé ces données-là. Donc, c'est la responsabilité de tous les chercheurs de vérifier qu'est-ce qui est publié. Le site Web répertorie aussi les projets qui ont été approuvés. Je vous avoue que c'est quand même assez complexe de faire une recherche à travers tout ça. C'est beaucoup de texte libre. Donc, je vous recommanderais encore une fois de refaire une recherche sur qu'est-ce qui a été publié à ce sujet, mais il n'y a aucun processus qui va vous garantir que votre question de recherche n'a pas déjà été publiée ou n'est pas même en train d'être étudiée par une autre équipe de recherche. Si vous avez des questions supplémentaires, il y a aussi un courriel où vous pouvez poser ces questions-là. J'ai pas mal déjà couvert, j'espère que je suis encore dans les temps, c'est bon, j'y suis presque. Donc, j'ai déjà mentionné plus de 700 équipes de recherche, plus de 500 publications avec les données de l'ESCV, principalement au Canada. On est en train de faire, plusieurs chercheurs l'impliquent au niveau de l'ESCV, des scopings, soit un scoping ou une revue systématique sur les thèmes majeurs d'utilisation des données de l'ESCV. Donc, la fonction physique, la fragilité, la cognition, la participation sociale. Je pense qu'on est rendu à peu près à 13 revues systématiques. Notre objectif, c'est de répertorier, dans le fond, l'ensemble des publications faites avec les données de l'ESCV sur différents thèmes. L'objectif, c'est de rendre ça, de le publier à peu près en 2026, je dirais vers la mi-2026. Donc, je pense que ça va être une ressource intéressante pour des chercheurs qui veulent utiliser les données de l'ESCV. Vous voyez ici aussi la croissance du nombre de publications avec les données de l'ESCV au fil des années. Les données sont également utilisées, entre autres, pour des documents de publication, des publications sur les politiques publiques, entre autres sur le rapport de l'OMS sur la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Donc, le LCV a collaboré. C'est le nom que je cherchais tantôt. Donc, on a collaboré au groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, donc les données de séroprévalence. Et on a des collaborations relativement fréquentes avec l'Agence de la santé publique du Canada. Je vais terminer sur une note très positive. Donc, c'est une équipe avec qui il est extrêmement agréable de collaborer, donc des chercheurs à travers le Canada, entre autres avec le leadership de Parminder Reyna. C'est très, très collégial et on a beaucoup de plaisir ensemble, ce qui m'apparaît toujours essentiel quand on fait des projets. Oui, la science est là, mais tant mieux si on réussit à avoir du fun en même temps.
je l'ai mentionné tantôt, je reviens encore de financement. Donc, vous voyez les deux principaux organismes à gauche dans le haut, les IRSC et la FCI, mais il y a une participation de toutes sortes d'organismes publics, des compagnies privées aussi pour assurer le financement de l'ELCV. Donc, 40 minutes, il nous reste 20 minutes Non, pas 20 minutes parce qu'on a commencé un peu en retard, mais en tout cas, il nous reste 15 minutes de questions à peu près. Mélanie, on va juste attendre pour le micro, comme ça les gens à distance vont pouvoir entendre la question également. Bien, en fait, je voulais juste préciser qu'on est à mener des recensions élargies dans différents domaines. Moi, vous allez être surpris, là, c'est sur l'isolement, la solitude et la participation sociale. Puis donc, on aura bientôt des publications qui disent comment ces variables-là ont été utilisées dans les différentes études publiées de l'ELCV, puis qui pourraient vous outiller là, pour voir c'est où les trous, puis comment justement être complémentaire à ce qui s'est déjà fait. Fait que voilà. Je pense qu'on en a 13 en ce moment. Là, c'est ce que je vous disais, le scoping review ou revue systématique, là, dépendamment de l'orientation qui a été prise par les différents auteurs. Oui, je me demandais, quand l'autorisation pour l'utilisation de données est accordée, est-ce qu'il y a des délais d'accès ou est-ce qu'il faut faire des demandes ou l'accès est le temps qu'on en a besoin? Oui, donc le 6 mois, là, c'est vraiment entre le moment où vous faites la demande et le moment où vous recevez les données. Donc, à partir du moment où l'autorisation est faite, les données vous sont transférées par le portail de l'ELCV. Et puis, je pense que c'est 3 ans, là, le temps que vous avez accès aux données. Maintenant, avec l'Université de Sherbrooke, donc le contrat dans l'entente qu'on signe, ça implique que la destruction des données doit être faite par les TI. Donc, j'en suis pas encore arrivé là, dans les projets sur lesquels je travaille. Vous allez voir aussi, il y a quand même des critères assez stricts pour l'utilisation des données. On ne veut pas que ça se retrouve sur des laptops qui se promènent, comme on le disait. Là. Toutes ces données-là, évidemment, on n'a pas de nom, pas d'adresse, rien pour identifier nos participants. C'est vraiment des numéros là, anonymisés, mais quand même, on veut faire attention. Peut-être, ben oui, peut-être, je vais juste compléter aussi pour les autres délais là, qui peuvent ralentir votre accès aux données. Vous avez besoin de l'approbation éthique. Donc, vous rédigez un protocole, évidemment, pour votre projet. Ce protocole-là, vous allez faire du copier-coller dans le formulaire Magnolia. C'est vraiment la plus grosse partie de votre demande. C'est donc vos objectifs, la population, tout ça. Et le comité qui révise ces demandes d'accès aux données va s'assurer aussi que vos objectifs peuvent être répondus par les données de l'ELCV. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui? Oui, c'était là. OK, c'est bon. Merci, Benoît. Super intéressant. Je suis très au courant de ce projet-là, mais je ne pense pas que j'ai entendu un résumé comme ça. Là, donc, j'aime ça. Je peux imaginer avec 50 000 personnes qui participent, certaines pendant plusieurs années, on peut imaginer qu'il y a une trajectoire de certaines données qui suggère un vieillissement en santé versus un vieillissement moins en santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe ou dans les collaborateurs qui s'intéresse particulièrement et à des aspects santé cognitive ou santé autre, des données d'imagerie, etc. Est-ce que tu peux me donner une petite capsule là-dessus ou est-ce que c'est trop compliqué? Bien, en fait, oui, c'est une des questions de recherche majeures qu'on voit de plus en plus aussi maintenant qu'on est rendu. En fait, les données du Follow-up 3 ne sont pas disponibles encore, mais en ce moment, on a donc 6 ans de suivi. Entre autres, pour la cognition, c'est Megan O'Connell, si je le dis bien, une chercheuse de Saskatchewan, qui a beaucoup développé donc, les données normatives et ce qu'elle appelle le Reliable Change Indicator. Donc, qui est une façon de mesurer est-ce que le changement cognitif au fil du temps est cliniquement significatif. Donc, Megan a publié et c'est elle qui a préparé le document sur les données, en fait, la variable, le Derived Variable, le ARC, le Reliable Change Indicator. Il y a des données également qui ont été publiées sur la fonction physique, donc l'évolution dans le temps de ces données-là.
Donc oui, je dirais que c'est un des éléments majeurs dans des différents projets qui sont demandés, surtout plus récemment, maintenant qu'on a un suivi longitudinal de plus en plus important. Je sais que c'est vague, je ne réponds pas complètement à la question, mais il y a tout ça pour dire que oui, c'est quand même très présent. Et c'est vraiment regarder de toutes sortes d'angles. On a des données physiques, il y a des gens qui s'intéressent à la fragilité. Encore là, je lance un peu là, des infos. Donc, il y a des indices de fragilité basés sur la fonction physique, basés sur de la biochimie. Et j'ai oublié le troisième. En tout cas, je pense qu'on est rendu à au moins 35 publications sur... Médicaments, peut-être? Ben oui, médicaments, c'est entre autres avec une collègue de Calgary, on travaille sur le Scoping Review. Nous, on a identifié 35 études qui ont utilisé les médicaments. En ce moment, publiées avec le LCV, ça date de mars 2025. Et on voit vraiment aussi la courbe qui est en augmentation, là. Les médicaments, beaucoup d'intérêt pour l'hormonothérapie de remplacement. Au moment de la ménopause. Des études qui ont été publiées sur les anticonvulsivants, les médicaments pour l'hypertension, le diabète. Donc, extrêmement riche comme données, comme publication. Merci. Oui, oui, oui. Donc, peut-être... Il y avait Paul Paul? en ligne. Oui. Je ne sais pas, Paul, si tu veux ouvrir ton micro pour parler. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, merci pour la présentation. J'avais beaucoup de questions. Je Oui. vais essayer de faire court. Ma première question, c'est est-ce qu'il y avait des données de nutrition? Puis c'était Oui. quoi comme... OK, bon, réponse courte. C'était quoi Oui, comme ben, données de nutrition? En fait, vous me tendez une très belle perche. Je voudrais en profiter pour souligner le travail d'Hélène Payette. Hélène Payette, qui est nutritionniste de formation, qui a été chercheuse ici au Centre de recherche sur le vieillissement très, très longtemps, qui a été directrice du Centre de recherche sur le vieillissement. Donc, il faisait partie de l'équipe originale de l'ELCV. Donc, qui a évidemment poussé beaucoup là, pour que les données de nutrition soient ajoutées à l'ELCV. Donc, j'ai eu le plaisir de reprendre le flambeau de Hélène là, quand elle a pris sa retraite de l'ELCV. Donc, oui, beaucoup de données de nutrition. Ce pas des données que je connais malheureusement. Je ne pourrais pas en donner plus de détails, mais oui, allez voir, il y a beaucoup de choses sur la nutrition. Super. Puis je me demandais aussi les données de métabolomique, mais en tout cas les analyses qui avaient été faites, c'était sur quel échantillon biologique? C'était sur le sang ou plus le plasma? Une autre excellente question pour laquelle je n'ai pas la réponse par contre. Mais c'est quelque chose que vous allez trouver sur le site web de l'ELCV. Si vous allez dans la section chercheurs, données disponibles, il y a vraiment 3 onglets. Donc, il y a un onglet épigénétique, un onglet métabolomique, puis un onglet génomique également. Puis, je pense que ça décrit très bien là, comment ont été faites les analyses à cet endroit. OK, super ça. Et enfin, mes 2 dernières questions, ça va être les échantillons biologiques qui sont disponibles, est-ce qu'on a une idée de la quantité par personne? Puis, parce que j'imagine que c'est limité quand même, surtout pour les selles. Oui, Ça en peut fait, être intéressant. Ouais. c'est une excellente question. Donc, il y a un comité à l'ELCV qui reçoit les demandes. En fait, les données déjà analysées, vous pouvez les demander comme toutes les autres données, là, les données questionnaires, les données d'évaluation physique. Il y a au fil du temps des chercheurs qui ont obtenu du financement, par exemple des IRSC, pour analyser certains échantillons. La politique globale de l'ELCV, c'est de favoriser des analyses d'échantillons avec un N assez conséquent. On veut éviter, dans le fond, on finisse par financer pas financer, mais fournir des échantillons, par exemple, pour des projets qui évaluent 50, 20, tout ça, et qu'au bout, il n'y a plus assez d'échantillons pour des analyses d'un peu plus grande envergure, là. Donc, ce qui a été fait avec succès dans le passé, c'est comme vous avez vu, là, entre autres, je pense métabolomique, j'ai 1500 en tête, donc un N quand même assez conséquent. Je pense que c'était intéressant pour les chercheurs qui ont fait ces demandes de financement parce que dans la demande, on peut dire
je vais utiliser ces données, mais aussi une fois que je vais avoir analysé les données, ils vont se retrouver dans la BD de l'ESCV pour que les chercheurs partout puissent utiliser ces données-là. Donc, je pense que c'est un élément majeur d'une demande de financement où on peut justifier comme ça que les données peuvent être utilisées, là. Peut-être un autre exemple concret. Donc, on travaille avec des gens à l'Université de Montréal sur des données au niveau des médicaments. Encore une fois, il faut par contre obtenir le financement pour faire ces analyses-là. Le SCV n'a pas le financement pour faire ces analyses d'échantillons, mais la banque d'échantillons, de ce que j'en comprends, est encore très disponible pour des projets. Merci. Puis pour terminer, une fois que la demande a été acceptée pour avoir accès aux données, pour combien de temps est-ce qu'on a accès aux données? Je pense que c'est 3 ans là, de mémoire. Donc, vous avez accès pour 3 ans. Il y a toujours moyen d'étendre la demande d'accès. Mais je pense que ce qui est accordé par défaut, j'hésite entre 2 et 3 ans. Je crois que c'est 3 ans. Mélanie, est-ce que tu... Non, OK, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Je pense qu'il y avait une autre main levée. Diego, Oui, merci beaucoup pour la présentation. De façon personnelle, le timing est vraiment parfait, là, fait que je suis vraiment content. oui. J'aurais peut-être une précision puis une question pour vous. La première, c'est la précision concernant l'éthique. J'ai cru comprendre qu'on fait la demande à l'UDES ou on fait la demande à l'UDES OK, indépendamment, puis on fait la demande à l'ECLV en copiant-collant le protocole. Oui, en fait, la demande à l'ESCV, moi, ce que je vous recommande, c'est de déposer votre demande à l'ESCV. Vous savez que ça va prendre à peu près 6 mois. Et à peu près en même temps, ou encore le plus rapidement possible, déposer votre demande à l'éthique ici au comité d'éthique de l'Université de Sherbrooke. Donc, quand vous allez avoir la confirmation de l'Université de Sherbrooke que votre demande est du CER, que votre demande est approuvée, vous allez l'ajouter à votre demande à Magnolia. Donc, vous n'avez pas besoin, au moment de soumettre votre demande pour les données de l'ESCV, d'avoir l'approbation éthique. OK, merci beaucoup pour ça. Puis, oh, Ah oui, excusez. Bon, oui, oui, Mélanie me précise. Donc, est-ce que c'est le CR de l'UDS? En fait, non, c'est le CR du CIUS. En fait, il y a toujours un peu de flou, mais je crois que la majorité des demandes de l'ESCV vont se retrouver au CR du CIUS. Oui, OK, désolé. Oui. merci pour ça. Ma deuxième question, c'est concernant le follow-up 3. Est-ce qu'on peut l'inclure, mettons qu'on dépose la demande pour le 14 janvier, est-ce qu'on peut demander l'accès constituant que c'est dans 6 mois d'attente? C'est une excellente question. Je vais éviter de donner une mauvaise réponse. OK, Vous pourriez peut-être poser la question, là, je donnais le courriel d'accès aux données. OK, Mon expérience, une des demandes qu'on a soumises, on était juste à la limite entre les deux données. Ils nous ont recommandé de les inclure dans notre protocole. Et puis, dans le fond, ils nous ont donné les données là, jusqu'au follow-up. Nous, c'était à ce moment-là, c'est entre 1 et 2. Donc, je pense que ça dépend du timing, là. Comme je vous ai dit, pour éviter de vous donner une fausse réponse, confirmée au courriel d'accès aux données. OK, parfait, merci beaucoup. Je ne vois plus de main levée, mais je n'ai pas les deux écrans par contre. Je ne sais pas s'il peut y avoir. Non, ben, On on se verrait en haut verra. quand lever la main, là, fait que, ben, oui, Mélanie? Il y a toujours possibilité de faire des amendements à Oui. votre projet soumis. Puis ça, c'est pas quand même à sous-estimer. Je ne Mhm. sais pas si tu en as vu, Benoît, pour ajouter un temps de mesure pour des données qui deviennent accessibles, par exemple. Donc, mais bref, des fois, des sous-questions de recherche, vous faites des analyses, fait une modification là, à la demande d'accès aux données est possible. Oui, Et évidemment, à l'éthique aussi. oui. Juste en profiter, s'il n'y a pas d'autres questions, pour vous parler des poids d'échantillonnage. J'avais coupé de la présentation. Il y a des poids, dans le fond, que vous pouvez appliquer, pardon, à vos analyses.
Donc, on a 51 000 participants qui sont, on peut généraliser là, une population canadienne. Par exemple, nous, on s'est intéressé à la prévalence de l'usage des médicaments anticholinergiques et sédatifs. Donc, à partir de ce qu'on mesure dans les strates, en appliquant les poids d'échantillonnage, on est capable d'estimer le nombre de Canadiens qui recevraient ces médicaments-là. Donc, ça aussi, vous allez trouver, il y a un document très complet sur le site de l'ESCV si vous voulez faire cette extrapolation à la population canadienne. Il y a également ce qu'on appelle les poids analytiques pour des modèles de régression que vous pouvez utiliser. Là aussi, allez voir le document. Il y a également une présentation sur le site web de l'ESCV pour démystifier ces poids-là. Moi, je n'avais jamais travaillé avec ça. Il y a une certaine courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on a travaillé une première fois, je pense que ça se gère plutôt bien. Parfait. Je pense qu'on va finir avec Oui, ça. merci beaucoup, Benoît, pour ta présentation. Merci aussi à ceux qui sont en distance. Il y avait quand même beaucoup de gens qui sont tous partis, mais presque. Merci à ceux en présence. Puis je tiens quand même à souligner que le repas a été payé par le TFV, qui est le thème fédérateur vieillissement de l'Université de Sherbrooke, donc qui ont collaboré à cet événement. Alors voilà, merci beaucoup.